Bienvenue dans la seconde partie de cette édition Info Soir. Nous avons le plaisir de recevoir le président fondateur de l'Alliance démocratique Pencho. Moussatine, bonsoir. Bonsoir Suleiman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques jours, sur votre page Facebook, vous avez publié un post intitulé « J'ai honte de nous » pour dénoncer ce qui s'est passé à l'université, mais surtout le fatalisme qui veut que ce soit à chaque alternance un des marqueurs qu'il y ait un étudiant qui meurt à l'université. Et après cela, vous avez posté un second message sur votre page Facebook où vous avez un peu commenté les résultats de l'autopsie de Abdoulaye Ba. Aujourd'hui, le procureur de la République a fait un point de presse, a donné un point de presse durant lequel il a clarifié les circonstances du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. Votre réaction, quel commentaire en faites-vous? Bon, vous savez déjà que c'est toujours un plaisir de faire une émission avec vous. On a traversé beaucoup d'années ensemble dans le champ public. Vous dans le cadre de la presse et moi dans le champ politique. Nous sommes des générations qui avons grandi ensemble. Ça ne nous rajeunit pas, bien sûr. Mais absolument. Quand vous êtes, je pense, le premier à avoir été pris le truc de première radio du Sénégal. Exactement. C'était ça. Et j'avais fait la première émission avec vous, c'était Périscope sur Walfadjri. Alors, par contre, je voudrais commencer par vous présenter mes condoléances. Georges Déthié Diop était à la fois un ami et un frère à moi. Je n'ai pas pu me déplacer ce jour-là. J'ai appelé quelques amis effectivement ici à TFM et à RFM pour présenter mes condoléances. Je présente effectivement aussi aujourd'hui, je profite de l'occasion pour présenter à tout le groupe, à Youssou Ndour et à toute la famille journalistique ainsi qu'à tous les journalistes et tout le personnel du groupe Futurs Médias, mes sincères condoléances. Un an, presque jour pour jour, avant son décès, vous avez été son invité à 16 RFM Matin. Exactement, 16 février, exactement. Un an exactement, et je parlais justement de cette affaire de Farba Ngom. Exact. Je vais aussi penser à nos parents chrétiens. Je pense particulièrement à l'archevêque de Dakar, qui est une très bonne connaissance au nombre de valeurs, ancien évêque de Thiès. Monseigneur André Gueye. Exactement. Je voudrais donc souhaiter un saint temps de carême à tous nos parents, nos amis de la chrétienté. Je leur souhaite de passer un excellent temps de carême et que toutes les prières soient exaucées pour le bonheur et pour la stabilité et la paix sociale au Sénégal. Je pense que nous en avons besoin. N'est-ce pas? Alors, ce qui s'est passé à l'université, je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est un échec pour nous autres, pour les hommes politiques. Et c'est aussi particulièrement un échec pour l'actuel régime politique. Souvent, nous, on n'ose pas la vérité. Et on n'a pas le courage de la vérité. On n'ose pas dire la vérité et on n'ose pas dire les choses, nommer les choses clairement. Il n'est pas normal, après l'histoire récente du Sénégal, après que des gens même se lèvent pour dire que Macky Sall n'a même pas le droit d'être parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu beaucoup de violence politique au Sénégal, il n'est pas normal que nous autres, les gens de ma génération, qu'il y ait encore un mort à l'université. Ce n'est pas normal. Je pense qu'on aurait dû poser un certain nombre d'actes assez fortement pour que plus personne ne puisse, et puis pour qu'on ne puisse jamais revoir les images qu'on a vues au niveau de l'université. En quoi les politiques sont-ils responsables de cette situation? Parce que nous prenons toujours des engagements que nous ne respectons pas. Nous ne disons pas ce que nous faisons et nous ne faisons pas ce que nous disons. Et voilà la chose. Aujourd'hui, on ne nous respecte pas, nous autres en Afrique, parce que c'est la façon dont on traite justement nos compatriotes. Aujourd'hui, ce qu'on a vu à l'université, personne n'ose le faire en France. Le ministre de l'Intérieur aurait fait ça en France, ou laisser faire ça en France, le lendemain, il ne deviendrait plus. Vous avez attendu des mesures fortes, y compris des démissions au soir de cet événement? Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a la responsabilité. Ce que je dis toujours, vous savez que chacun ferme les yeux et s'imagine qu'Abdoulaye Ba est son propre fils. Et on va voir les choses, comment ça va changer. Il n'est pas normal aujourd'hui, 2026, que des jeunes meurent au Sénégal pour l'exercice d'une liberté constitutionnelle, la liberté de manifestation. J'ai bien écouté ce que le procureur a dit aujourd'hui. Excellent parquetier, je le reconnais. Il a donné effectivement des éléments d'analyse que nous n'avions pas, je le reconnais. Est-ce que ça a changé un peu votre non, ce qu'il a dit, c'est perception des choses? Tout ce qu'il nous a dit, c'est que ce n'est pas la responsabilité de la police. Mais dans cette affaire, il y a eu une erreur manifeste d'appréciation de la part du politique.
il y a des mesures disproportionnées qui ont été prises. Nous avons tous regardé les images. Nous avons vu des policiers entrer dans le campus social. Il ne s'y passait rien. Les étudiants leur ont même dit nous xeexuñu tey dañoo xiif. On les a vus, il n'y a eu aucune résistance. Alors l'histoire permet de voir qu'à chaque fois que les policiers sont rentrés dans le campus social, il y a eu effectivement il y a eu de la violence. Mais le procureur parle d'échauffourée, hein? Oui, alors si c'est des échauffourées, ce qu'on a regardé, on a vu effectivement des policiers s'en prendre justement à des motos des gens. Qu'est-ce que ça a à voir? On a vu en fait 4-5 policiers s'en prendre à un seul étudiant qui était déjà maîtrisé. On aurait pu juste l'arrêter et l'amener, peut-être même le présenter au procureur de la République. On a vu des policiers dans des couloirs. Je ne sais pas si les images sont récentes, mais en tout cas, on a vu aussi ces images-là. On a même vu un policier garder aller engueuler un jeune policier, parce que c'est moi, il avait mis quelque chose, je pense que c'était un gars là qui mange sur le visage justement d'un étudiant. Je pense que quand on assiste à des choses-là, il importe que le président de la République, le Premier ministre, prenne la parole et dire qu'il ne veut plus voir ça dans notre pays. Personne, combien d'années de temps a duré la question des gilets jaunes en France? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Jamais. Il y a des techniques de maintien de l'ordre et des techniques de rétablissement de l'ordre. J'ai bien aimé d'ailleurs le mot du général ministre des Forces armées sur la question, la réaction disproportionnée. Aujourd'hui, on ne peut pas, c'est justement ça le problème. Vous ne pouvez pas entrer dans le campus avec des jeunes qui ne font rien, il suffit juste de se retirer. C'était quoi l'information? Qu'est-ce que nous dit le ministre de l'Intérieur? Nous avions reçu l'information que le lendemain, les étudiants allaient faire encore Gente Toubab, journée scientifique. C'était ça l'information. Alors, la question était très simple. Avant, les restos étaient fermés, il n'y avait pas de problème. Il suffisait juste de dire les restos ne servent pas le lendemain. Le problème, il est réglé. Les étudiants allaient connaître à se débrouiller et manger. Mais vous êtes allés à l'intérieur du campus comme si vous vouliez faire une leçon justement aux étudiants. Évidemment, il y a eu justement ce mortem. Que ce soit parce qu'il a été torturé par des policiers ou bien parce qu'il a eu peur et il a tombé, et d'ailleurs c'est ça que dit le procureur, il est tombé du 4e étage, il y a toujours une responsabilité qui est là et il y a certainement, indubitablement, une faute politique qui est à l'origine justement du décès. Mais est-ce que vous comprenez que le procureur de la République exclut la poursuite ou des poursuites contre les forces de l'ordre pour meurtre, pour coups et blessures et entraîner la mort sans volonté de la donner, cette mort, ou alors pour assassinat, encore moins pour assassinat? Alors, il est libre de poursuivre comme il veut. C'est le maître des poursuivre. Il peut prendre justement les chefs de poursuite. Le juge d'instruction a toute la latitude de requalifier les faits et de poursuivre. En certain moment, il va y avoir justement tout un processus contradictoire avec des parties civiles, des trucs. Et en ce moment-là, on connaîtra justement la vérité. Mais en tous les cas, et c'est en cela que j'ai aimé la conférence de presse du procureur, il n'y a pas absence de responsabilité. Il y a quelqu'un qui est responsable de tout cela. Ce n'est pas seulement parce que les policiers ont... Non, et il le dit d'ailleurs. Il dit qu'il a vu même des images où les policiers se sont acharnés sur des étudiants. Ils sont susceptibles de poursuite. Ça aussi, il le dit très clairement. Oui. Donc, il n'a fermé aucune porte jusqu'à présent. Mais nous, notre responsabilité... Moi, ma responsabilité, ce n'est pas de faire l'enquête. Ce n'est pas de dire il y a eu délit, il y a eu tel. Je ne sais même pas ma responsabilité. Mais par contre, ma responsabilité en tant que politique, c'est de dire qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation. L'autorité a pris la mauvaise décision. Personne ne peut justifier la décision de demander aux policiers d'aller justement. Et c'est souvent des jeunes policiers, des jeunes de 18-20 ans qui entrent là-bas et qui pensent qu'en fait, il faut aller... c'est justement ça. Alors, s'il y a irresponsabilité à ce niveau-là, évidemment, ce n'est pas susceptible de poursuite au plan pénal, mais quelles sanctions? Rien ne dit que c'est insusceptible de sanctions pénales. Parce qu'au moins, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont visées par le procureur. Il dit au moins on peut poursuivre des gens pour homicide involontaire. C'est vrai. C'est possible qu'il y ait aussi une négligence qui ait été à l'origine justement du décès justement de mais ça, ce sera encore le débat pénal. Ce sera la procédure pénale. Il y aura mais quel traitement politique? Oui. Puisque c'est votre point. Et justement, c'est là le problème. Moi, à la place du président de la République, j'allais décréter un jour de deuil national. Parce qu'il faut aujourd'hui marquer les esprits. On ne va pas attendre encore de faire 80 morts ou des dizaines de morts pour décider d'arrêter les morts pour des manifestations dans notre pays. Une seule personne qu'on perd dans une toute petite, n'importe quelle manifestation, la plus grave, je pense que ça doit faire arrêter tout le pays et qu'on observe justement une chose. Imaginez cette famille, imaginez cette maman, imaginez ses frères, imaginez justement ces jeunes qui sont là, imaginez tout l'espoir qui est aujourd'hui perdu, qui est aujourd'hui mis en péril. Imaginez tout cela.
Est-ce qu'aujourd'hui, nous, au Sénégal, République que nous sommes, État de droit que nous sommes, nous pouvons encore nous payer le luxe de permettre que des jeunes de 20 ans, 22 ans puissent mourir sur de simples manifestations. Alors, deux dernières questions sur la crise universitaire. La politisation des syndicats estudiantins, stricto sensu, et de l'espace universitaire au sens large, c'est pas nouveau. D'ailleurs, de nombreux responsables politiques actuels et passés sont issus, justement, émanent de ces mouvements estudiantins. Mais faut-il continuer ainsi? Faut-il dépolitiser l'espace, si tant est que ce soit possible, universitaire? Quel traitement également ici? Vous le voudriez, vous ne le ferez pas. La politique, malheureusement, c'est ça. C'est le quotidien de tout le monde. Ça a été le cas pendant tout le monde. Rappelez-vous d'ailleurs, si vous prenez la grève l'année 1988, le PDS n'était pas dans les dirigeants du mouvement étudiant. Il n'y avait pas. Les premiers qui sont entrés, c'est les Léon et c'est les Diaye Fada. C'est quand on a décidé que Wade était persona non grata à l'université qu'il a lui-même laissé ces gens et a dit aller prendre le contrôle justement des trucs. Donc, ça n'a rien à voir. Et c'est fort heureux d'ailleurs qu'on ait un campus social et qui offre la possibilité d'un apprentissage à l'activité politique et à l'activité politique justement pour des jeunes. Ça ne pose aucun problème. La politique, ce n'est pas pour des pestiférés, c'est notre quotidien. Le pays changera parce qu'à un certain moment, on mettra en place des politiques bien formées et vertueuses à la tête justement de notre pays. Et il faut que ces gens-là soient formés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans le régime, ils pêchent par manque de formation politique. Parce que souvent, ils n'ont pas la bonne intelligence et le réflexe de pouvoir évaluer convenablement la réalité politique et de prendre la décision qui s'impose. Donc, il est heureux qu'il faille justement le faire. Par contre, nous avons un champ pédagogique et un champ social. Il faut justement respecter les choses. Il n'y a pas eu de problème parce que des gens en veulent au régime. Ce n'est pas ça le problème. Ça ne se pose pas comme ça. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de dirigeants du mouvement étudiant dire « Moi, je suis de PASTEF. Je soutiens d'ailleurs le Premier ministre. Je fais partie du projet. » Il dit « Je fais partie du projet, mais les problèmes de bourse, ça n'a jamais posé de problème. » Aujourd'hui, je pense que ce qu'il nous faut faire, c'est aller vers une décrispation. Et ça, c'est d'abord un discours du président de la République. Il faut un discours très fort, condamnant ce qui s'est passé et poser des actes et des mesures pour interdire et faire en sorte que plus personne ne puisse penser poser un acte qui mette en péril, en danger la vie de n'importe quel d'entre nous Sénégalais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut accéder aux revendications des gens. Ce qu'ils disent, ils n'ont pas tort. Les gens peuvent prendre des mesures de réforme, mais il ne faut pas que ça rétroagisse. On peut prendre des mesures aujourd'hui, il faut envisager les réformes, mais il faut les envisager pour les années à venir. Ce qui était dû déjà aux étudiants, il faut le leur payer. Et après, engager des discussions sérieuses et fortes avec les étudiants. Nous sommes tous conscients que nous avons aujourd'hui un problème avec notre enseignement supérieur. La gestion de l'année, la gestion des calendriers scolaires, la gestion même du cursus de formation. Nous mettons beaucoup de gens à l'université, souvent qui ne fréquentent pas l'université. Nous avons besoin de former des gens à des métiers directs. Nous avons aussi besoin justement de... Mais ça se fera par la discussion, par la concertation et par même peut-être des assises. Dans un climat quand même apaisé. Parce qu'il y a des poursuites qui sont là. Les amicales sont suspendues par le conseil pédagogique et il y a une grève. Et ça aussi, je l'ai dit là. De fait. Oui, ça aussi, il faut le savoir. Il faut avoir la bonne intelligence des choses et avoir souvent une lecture froide des choses. À chaque fois qu'il y a eu des dirigeants qui ont été arrêtés, mis en prison, on a frôlé l'allée blanche. Ce qu'on risque aujourd'hui, c'est d'aller vers une allée blanche. Il faut aller vers une décrispation. Et ça, c'est l'initiative principalement du président de la République. Il faut que lui, son ministre de l'Enseignement supérieur et les autorités du campus, de l'université, prennent les dispositions pour aller vers une décrispation. Mais il faut que justice se fasse en même temps. Le procureur poursuit mais absolument. Le procureur, il le sait. Diligence, ouais. Il le sait. C'est pour ça qu'il est sorti faire une conférence de presse. Il y a eu deux choses plus chaudes que ça. Il n'est pas sorti. Il est sorti aujourd'hui parce qu'il sait qu'il y a une ébullition sociale. Il sait qu'il est entendu, qu'il est écouté, il est regardé, il est surveillé. Il sait que son enquête va être surveillée. Tout le monde va surveiller cette enquête-là, que ce soit les étudiants, que ce soit la presse, que ce soit l'opposition, que ce soit... etc. Tout le monde va surveiller. Donc lui-même, il le dit. Il dit, je reviendrai faire l'état justement de l'avancement de mon enquête. Et donc forcément, il va y avoir. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous faut au Sénégal, c'est aller vers une décrispation. Il ne faut pas qu'on perde une autre année. Il nous faut aujourd'hui stabiliser les choses, mettre la paix dans le secteur,
qui peut engager des concertations et au moins sauver cette année-là et libérer justement ces jeunes étudiants qui ont été arrêtés. Autre grand sujet du moment, la levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Di Farba Ngom, qui a été acté hier à l'Assemblée nationale avec l'adoption de la résolution, du projet de résolution qui était soumis aux députés. Donc une demande de levée de l'immunité parlementaire introduite selon les procédures connues par la ministre de la Justice. À ce sujet, vous convoquez... Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, vous convoquez une jurisprudence de 2009 pour conclure que toute la procédure est nulle et qu'on ne devrait pas lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Expliquez-nous cela. Je suis bien d'accord avec le verbe que vous utilisez, vous convoquez. Oui, je le convoque. Je ne le dis pas, c'est la Cour suprême qui l'a dit. Alors, cette affaire est assez intéressante. J'en discutais avec le jeune Léopold Mbaye d'ailleurs, parce qu'en ce moment-là, c'est son père qui était mon avocat à l'université. Et tenez-vous bien, c'est le cabinet Sowsek Gagne avec Pape Sen et Antoine Beng, ancien truc, qui était maître Sey, Ousmane Sey, je salue ici aussi sa mémoire, qui étaient mes avocats. Et imaginez-vous bien, de l'autre côté, c'était Sri Koledorli qui était l'avocat. Et c'est Abdoulaye Ba, actuel président, d'ailleurs excellent magistrat aussi, qui m'a d'abord libéré en cours d'appel. Un appel. C'était d'abord lui. Il m'a jugé. C'était une affaire de diffamation. De diffamation. Contre Pape Sambou, vous vous rappelez justement de cette affaire-là. Et quand on est arrivé, tenez-vous bien, quand on déclenche, lorsqu'on déclenchait les poursuites contre moi, l'Assemblée n'était pas en session. Donc c'était en bon droit qu'ils ont déclenché les poursuites contre moi. Sans l'autorisation préalable de l'Assemblée, parce qu'on n'en avait pas besoin en ce moment. C'était hors session. Hors session. Ensuite, l'Assemblée ouvre. La session est ouverte et il continue les poursuites. On me convoque au tribunal. Je savais bien que je ne pouvais pas ne pas y aller. Je suis allé me présenter au tribunal. Et le débat s'est posé. Et de savoir si on avait le droit, à un certain moment, Abdoulaye Ba a suspendu la séance et est allé voir quelques minutes après, il est sorti, il a fait son débat. Il dit que non, vous ne pouvez pas poursuivre un député. Et toute la procédure était nulle à partir de ce moment-là. Je ne parle pas des actes qui ont été commis antérieurement. Non, c'est toute la procédure qui est nulle. Et donc, on m'a libéré. Les gens n'étaient pas d'accord, ils ont saisi la Cour suprême. Ils lui disent, effectivement, la procédure ne peut pas être nulle. Pourquoi? Parce que simplement, lorsqu'on a commencé les poursuites, il n'y avait pas de session à l'Assemblée. La Cour a été très claire. L'arrêt, il est sur le net, 2 juin 2009, chacun peut aller vérifier. La Cour leur dit non, ils ne pouvaient pas, parce qu'effectivement, la procédure de levée de l'immunité parlementaire est une procédure d'ordre public. C'est-à-dire que même lorsque moi, je ne le soulève pas, le juge est obligé de le soulever. C'est ça le caractère d'ordre public. Et donc, la Cour suprême a rendu une décision qui est d'ailleurs passée comme jurisprudence constante depuis ce jour-là, parce que c'est revenu aussi dans l'affaire Khalifa Sall. Nous avons eu aussi une condamnation dans ce cadre-là au niveau de la CEDEAO. Rappelez-vous de ça. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas, on ne peut plus poursuivre Farba Ngom. Ça, c'est très clair pour cette histoire de tuer. Il y a eu, je sais que on a mélangé, il y a eu quand même de mauvaises décisions qui ont été prises par la chancellerie. Alors, sur quel volet? Sur le volet, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, ou sur le volet des 2 téléphones saisis et des 5 clés USB? Voilà ce qui se passe. Vous avez, d'abord, il faut quand même revenir sur les choses. Moi, j'ai toujours considéré que ce qui est fait d'abord à Tahirou Sarr et à Farba Ngom, c'était injuste. Vous savez pourquoi? J'ai regardé tout à l'heure l'élément dans le journal. Nous sommes tous affligés aujourd'hui par ce qui s'est fait au Maroc. Pourquoi? Parce que nous avons des compatriotes qui sont restés 30 jours au Maroc sans être jugés. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont restés 10 mois en prison sans être jugés. Donc ce qu'on attend des autres là, il faut qu'on commence par se l'appliquer. C'est ça le problème. Le droit, l'état de droit, c'est l'application des principes. L'affaire est en instruction. Oui, mais ce n'est pas le problème, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par le simple fait de qualification des faits, le procureur, le ministère public est capable aujourd'hui de garder quelqu'un en prison le nombre de mois qu'il veut. C'est ça le problème. Il n'y a pas de limitation, il n'y a rien du tout. Comme il veut, il peut le faire. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis les assises nationales, et toutes les discussions que nous avons eues, et tous nos programmes de partis politiques, y compris le programme de PASTEF, il y a cet encadrement des pouvoirs du parquet. Nous l'avons tous défendu. Mais quand on a eu au pouvoir, nous tous, on oublie ce que nous avions dit. Et
on commence à utiliser les failles du système pour régler des comptes politiques. C'est ça qu'il faut justement arrêter. Et de sorte qu'aujourd'hui, lorsque le procureur prend une décision, vous ne pouvez pas savoir s'il l'a pris de son propre chef ou s'il a pris ses recommandations inscrites, instructions écrites, justement de la chancellerie. Vous ne pouvez pas le savoir. Et lorsque le ministre écrit au procureur, il est obligé, à l'état actuel des choses, il est obligé justement de déférer. Et pour vous, il faut changer cela. Alors, il faut absolument le changer. Alors, et on en est à ce niveau-là. Oui, les assises en ont parlé. Moi, ce que je dis d'ailleurs à tout le monde, c'est que chacun applique son programme quand il était dans l'opposition. Point. Et nos problèmes sont réglés. Ça ferait avancer beaucoup de choses. Alors, absolument. Justement, comment dire, c'est pas une leçon, mais quelles conséquences tirer de ce que vous venez de dire par rapport à la jurisprudence, puisque vous dites que c'est d'ordre public, c'est ça? D'ordre public, oui. Alors, qu'est-ce qui doit se passer d'après vous maintenant en tirant les conséquences de... Toute cette procédure-là, elle est nulle. Je dis donc, si maintenant vous avez gardé Farba en prison, en tout cas pour cette affaire de téléphone, vous devez le libérer. S'il est resté maintenant en prison pour autre chose, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, pour cette affaire-là, je donne une jurisprudence de la Cour suprême. La Cour suprême dit, vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un dans ces conditions-là. Un député, vous ne pouvez pas commencer les poursuites avant de lever son immunité parlementaire. La Cour dit, si vous le faites, toute la procédure, elle est nulle et la procédure s'éteint. Ça c'est clair, je ne le dis pas, c'est une décision qui est dans le truc. Maintenant, c'est autre chose. Moi, j'ai toujours considéré que, vous savez, aujourd'hui, il y a rien de simple vérité à dire. Vous me poursuivez demain parce que j'aurais détourné 1 milliard. Là, l'esprit de la loi, c'est de dire quoi? C'est de dire, de toute façon, l'argent public, vous ne pouvez pas l'amener. Donc, vous avez 1 milliard. On est en train de faire des enquêtes. Il y a le principe de la présomption d'innocence. Vous venez ici, vous déposez 1 milliard. À partir du moment où vous donnez 1 milliard, l'État a la garantie de recouvrer ces fonds. Même si vous prenez la fuite, j'ai déjà pris mes 1 milliard. C'est ça l'esprit. Donc ces gens-là, à partir du moment où ils ont déposé une caution qui couvre l'objet de la poursuite, on devait les libérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous les prenez, ils sont tous les deux poursuivis pour le même délit, vous libérez l'un, mais la logique voudrait aussi que vous libérez l'autre. Moi, je ne connais pas Farba Ngom. J'ai eu plus de problèmes avec le régime de Macky Sall. D'ailleurs, quand je vois les gens tapoter là sur mes publications, ils pensent que j'ai été avec le Macky Sall. Moi, j'ai fait 35 ans dans l'opposition. Je n'ai été d'aucun pouvoir. Donc, moi, je suis libre de dire les choses et de le dire très clairement. Vous ne pouvez pas, dans ces conditions-là, effectivement, continuer à poursuivre la personne. Regardez des gens qui n'étaient même pas fréquentables avant. On disait, nous tous, beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils ont commencé à être sympathiques pour tout le monde. Parce que simplement, le Sénégalais, il peut verser dans la subjectivité, il peut verser dans l'émotion, il peut prendre des décisions par émotion et autres, mais il est réfractaire à l'injustice. Il défend la cause de ce qu'il considère comme des victimes. Alors, il nous reste très peu de minutes. Peut-être un mot sur cette vraie fausse candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Quel commentaire faites-vous justement de toutes ces péripéties? Je dis péripéties parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. On vient d'apprendre que la candidature serait inexistante, c'est ce que dit le président du groupe parlementaire de PASTEF. Alors, moi je voudrais juste m'arrêter sur certaines vérités. A priori, ce n'est pas le tour de l'Afrique. Normalement, c'est l'Amérique du Sud. S'il y a eu tout un débat sur d'abord la candidature nigérienne et la candidature sénégalaise, c'est qu'effectivement, il y a eu une demande quelque part. Cette question n'est pas sortie ex nihilo. Alors, c'est des questions pour lesquelles, heureusement d'ailleurs, nous avons un excellent ministre des Affaires étrangères. Il est très bon, il a été très fort, bien formé, il a été dans le bilatéral, il a été dans le multilatéral. C'est quelqu'un qui connaît tous les rouages diplomatiques, qui connaît absolument bien les Nations Unies, il sait comment ça fonctionne, et il faut juste, en certain moment l'écouter. Par contre, ce que je voudrais dire en un certain moment, c'est que moi, ce qu'on est en train de dire sur Macky Sall, je ne suis pas d'accord. Je te dis, moi j'ai été plusieurs fois victime de Macky Sall. Les questions qu'on est en train de poser, je serai d'accord le jour où Macky Sall va être jugé et condamné par des tribunaux au Sénégal. Mais je ne veux pas de condamnation politique. On dit sur la base d'une condamnation politique, telle personne ne peut pas être candidat à une élection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il y a, c'est que malheureusement, les gens pensent que le Sénégal est né en 2024. Lorsque Abdou Diouf voulait être président, secrétaire général de la francophonie, Abdoulaye Wade n'a pas voulu le présenter. Rappelez-vous de ça. Abdoulaye dit, ce n'est pas mon candidat. La France lui dit, mais si vous ne le présentez pas, je le présente. Non, on le présente, oui. Abdoulaye Wade dit en ce moment, oui, mais moi, c'est Farba Ngom même que je vais mettre là-bas. La France dit, oui, d'accord, mais nous sommes pour ça. Donc faisons attention
à ces choses-là. Vous pouvez dire telle personne n'est pas mon candidat, il est présenté par d'autres, il passe par d'autres rouages pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Le Sénégal va se retrouver justement dans une position très gênante et très inconfortable. Au plan diplomatique. Donc la diplomatie, les politiques publiques, c'est un savoir-faire, c'est beaucoup d'expérience, souvent aussi c'est beaucoup de retenue et beaucoup de silence. Un dernier mot. Nous sommes attendus sur ça et il faudra gérer cette affaire-là avec beaucoup de responsabilité. Et la seule chose que je voudrais dire, c'est que la question de la diplomatie, c'est la responsabilité du président de la République. C'est un domaine réservé. Réservé du président de la République. En France, même en période de cohabitation, on prend un ministre qui est sensible et proche au président de la République. Ce n'est pas une affaire de la primature. La primature n'a rien. Les ambassadeurs sont accrédités auprès du président de la République. C'est lui qui reçoit les lettres d'accréditation et c'est lui qui accrédite aussi les ambassadeurs à l'étranger. Et c'est lui aussi qui est le patron de toutes les négociations à l'international. En 30 secondes, on peut ne pas parler de l'AD Pencho, votre parti, votre positionnement actuel et comment vous vous préparez aux prochaines Je recommence avec vous et vous m'avez toujours porté chance. Et c'était une première émission, il va y en avoir beaucoup d'autres. J'espère. Parce qu'il y a quelques jours, vous vous êtes réunis pour... Absolument, pour faire un atelier stratégique. On avait fait un congrès il y a presque maintenant un an. Bon, les gens pensaient que ça n'allait pas. Bon, on a fait quand même là, un excellent congrès, un très beau congrès. Et on a commencé à s'organiser, à refaire justement l'implantation du parti. Aujourd'hui, il y a des échéances qui arrivent. Il y a les échéances locales, avec la possibilité que ce soit couplé à des échéances législatives. Je vous remercie, Papa Souleymane. Bon, alors, oui, votre positionnement et vos alliances et mes alliances. On va se préparer tous pour ça. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut assumer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une coalition ou deux coalitions au niveau du pouvoir, c'est aussi normal. Et ça, il ne faut pas se reprocher à l'opposition. Que les gens de l'opposition cherchent aussi à s'unir. À faire des choses. Et vous seriez de ce camp-là plutôt. Ah oui, absolument. Il faut aller dans la conquête du pouvoir. Parce que notre système politique fait que lorsque vous êtes singulier et vous êtes un singleton, vous ne pouvez pas gagner l'élection présidentielle. Parce que vous avez une partie des conseillers, une partie de la liste des législatives qui est élue au suffrage universel au premier tour. Même pour les élections locales. Même pour les élections locales. Donc vous êtes obligé de chercher une fois et de mettre en place des coalitions. Il ne faut pas demander à l'opposition de ne pas avoir une stratégie qui lui permette de vaincre le pouvoir. Merci. La démocratie fonctionne comme ça. Merci Moussatine. Moussatine, président fondateur de l'AD, Alliance démocratique Pencho, qui était notre invité ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM. Au revoir.